Présentation vidéo d'une carte d'invasion de l'Europe lors de la Troisième Guerre mondiale selon les prophéties catholiques anciennes. Voilà, donc c'est un résumé visuel de ce que j'ai pu trouver là-dedans, uniquement des prophéties catholiques et uniquement anciennes, je précise, parce que c'est un sujet que le démon va suivre de très près, notamment dans les prophéties récentes, je précise à chaque fois. Voilà, donc quand je dis anciennes, c'est jusqu'aux années 60 maximum, on va dire, et encore, années 50. Les sources principales que j'ai utilisées, c'est notamment Alois Hjalmayer, qui va parler beaucoup de la Troisième Guerre mondiale, qui est assez simple à comprendre, il est connu pour ça, hein, même des athées comprennent ces choses-là, sans considération trop spirituelle. Pareil, sur Ernest Stiglitz, qui est pas trop connu, mais détaille beaucoup les choses du point de vue matériel de l'invasion. Marie-Julie Jaïni aussi, dans les prophéties de l'Aphrodite, il y a pas mal de détails pratiques sur l'invasion russe et turque, pour dire les choses. L'abbé Souffrant aussi dit des choses, bon, il n'y a pas que lui, mais bon, il y en a d'autres, mais voilà, si on fallait en retenir 4, bon, j'ai mis celle-là, on aurait pu en prendre d'autres. Bon, les prophéties d'Aphrodite, Marie-Julie Jaïni, c'est les principales, hein. Les autres, c'est des résumés de résumés. Bon, et bah, en parlant de résumé, bah, on va détailler ce résumé un peu visuel, sous forme de carte. Donc c'est un fond pris sur Google Maps de l'Europe, et j'ai tracé ça, placé les points, voilà. Et c'est pas complètement au hasard, donc je vais vous montrer pourquoi j'ai placé tel ou tel point. Avant de commencer, on va présenter un petit peu brièvement la carte d'invasion de la France qui existe déjà sur le sujet. Vous voyez, une invasion russe, et ben l'invasion russo-arabe, c'est précisément les Turcs. Et qu'en réalité, elle arrive plutôt par l'Italie. Et ça, ça apparaît pas trop sur la carte. Je pense être assez sûr de mon coup, parce que ça apparaît dans les prophéties anciennes, j'y reviendrai après. Donc par contre, cette carte est très détaillée, elle a été faite par le général d'armée Maxime Végan, le marquis de la Franquerie, sur les prophéties de l'Aphrodite et du Perpel notamment, mais pas que. Hein. D'ailleurs, le Perpel, il n'apparaît pas sur la carte, je dis pas de bêtises. Sa ligne, il en traçait une, je crois, qui va plus comme ça, de Bordeaux jusqu'à Lille. Voilà, et ça apparaît pas. Là. Bon, c'est pas grave, il y a les deux principales, c'est tout à fait correct de mettre ça de la sorte. Voilà. Si on fait une synthèse, ça arrive à peu près par là. Plutôt la ligne bleue, voilà, l'abbé Souffrant. Voilà, donc ça existe déjà, et je précise, puisque j'y suis, puisque c'est une vidéo sur les cartes, alors faut que je l'agrandisse, ah, voilà. Donc je m'étais permis d'éditer un petit peu la carte, du coup, et justement d'enlever cette invasion maritime qui, selon moi, je peux me tromper, mais selon moi, j'ai sourcé derrière, je vais le faire directement d'ailleurs, arrive par l'Italie, par le nord de l'Italie. Donc voilà, j'avais cité notamment voilà, Louis Schellmayer, des Souffrants, et sur Ernest Stiglitz encore, hein. Voilà, donc cette invasion russe, on va revenir après sur les sources. Si on dézoome, bah, on voit qu'il y a moyen de tracer l'avant. Et pareil pour les Turcs. Donc d'abord préciser pourquoi je parle de Russes et de Turcs combinés. Bah, notamment cette prophétie verdinienne là, qui est un petit peu étrange avec des suites de chiffres. Bon, ça on comprendra peut-être plus tard. Hein. Pour l'instant c'est assez mystique. Mais là c'est assez clair. Où est-ce que c'était? Donc voilà, c'est ça. Donc les Turcs, voilà, les Turcs ligués avec d'autres peuples. Donc il n'y a pas que les Turcs, probablement les Russes, mais probablement une invasion musulmane conjointe, hein, étrangère. Parce que forcément, il y a déjà sur place, mais là je parle des musulmans de l'étranger, de nations étrangères. La Turquie, je crois que d'ailleurs ça parle de l'Égypte, c'est pas très clair. Mais en tout cas, les Turcs, ça revient énormément. Donc les Turcs ligués avec d'autres peuples suivront Venise et provoqueront un combat à l'improviste. Tout le royaume de Sicile périra. Dieu soit propice à ses serviteurs. Donc ça, on voit l'affreuse guerre civile d'Italie, on la voit notamment dans les prophéties d'Aphrodite. Guerre civile, guerre étrangère se confondent. Bon, là, ça parle clairement beaucoup de l'Italie, d'Otrante, de Toscane, du royaume de Naples, à l'époque, mais mise à actualité au goût du jour, hein, la ville de Gênes. Saint-Pidis, il faut que je le source. Ouais. Saint-Pidis voit aussi la ville de Gênes. Il voit les Russes à Gênes, et voilà, ça fait le lien. Il voit notamment, bon, ça parle des Turcs avant, mais lui, il voit aussi les Russes. Je vois les Russes à Gênes. Donc ça, les gens, ils retiennent le côté sympa avec la France qui redevient bien, la fille aînée de l'Église qui redevient bien sous l'époque du grand monarque, etc. Mais avant ça, déjà, il y a un pape qui finit martyr, un pape du même nom, probablement peut-être un Pie XIII. Mais avant ça, et la révolution en Italie qui amène un pape, etc., etc. Après, plutôt, il voit les Russes à Gênes. Voilà. Donc je n'invente pas, il y a les Turcs et les Russes qui envahissent en passant par l'Italie. C'est pour ça que sur la carte, je me suis permis d'enlever l'invasion maritime et de remplacer par
C'était où? Voilà. De remplacer par une invasion qui arrive par le nord de l'Italie. Bon, je vais finir sur cette carte là, j'y reviendrai après de toute façon sur les colonnes blindées là. Et voilà, j'avais mis Toulouse en protégé, ça apparaissait pas sur l'ancienne carte. Et je sais plus quoi d'autre, Tours, voilà, ça c'est l'extatique de Tours, je crois qu'il dit que c'est protégé. Faut regarder là, bon je vais le faire là, parce que sinon... Voilà, je crois que c'est elle qui dit ça, hein, que Tours est protégé. Je sais plus. Voilà, dans le diocèse de Tours, bon, il y aura des maladies qui toucheront les enfants, c'est pas très joyeux, mais voilà, il y en aura très peu qui mourront, voilà. Bon, faut satisfaire de ça, hein. Tours, voilà, Tours n'aura presque rien, voilà. Donc, il y aura quand même des choses, mais il y aura presque rien. Tâchez de vous satisfaire de ça, hein. C'est mieux que rien. Voilà, c'est comme la Vendée, c'est protégé. Et là, je renvoie aux prophéties de la Fraudet, page 95, qui apparaît sur l'ancienne carte. Je sais pas si vous suivez jusque-là, mais voilà. Ça, sur l'ancienne carte, ça apparaît, prophétie de la Fraudet, page 95. Donc, voir à la source, et bah, du coup, elle est là. Page 94, page 95. Voilà, prophétie de la Fraudet. La Vendée. Nombre de Vendéens verseront leur sang, car ils ont conservé leur foi. Voilà, le couchant depuis Lourdes jusqu'au nord sera épargné, sauf Bordeaux. Et ça, on le voit ici, voilà, c'est l'ancienne carte. Nantes aura moins à souffrir, ça apparaît là, le diocèse de Nantes aura moins à souffrir. Et ben, c'est pareil pour Toulouse. Ah, oui, voilà, ça apparaît pas sur l'ancienne carte, excusez-moi, mais justement, je suis permis de l'indiquer là. Pareil pour Tours. Voilà, et ben, Toulouse, c'est pareil, c'est plus ou moins protégé. Voilà, c'est des petits rajouts, pareil pour les colonnes de tanks blindées là, qui se sont arrêtées là. Il y en a d'autres qui arrivent là. Bon, je me suis permis de faire la mise à jour, pareil pour le nucléaire au nord. Bon, je vais juste finir, excusez-moi, sur la Fraudet, s'il n'y a rien d'autre de plus à dire. Voilà, Toulouse est protégée, la Vendée est protégée sauf à l'est. L'Italie, vous voyez, on le voit dans la Fraudet aussi, hein, l'Italie a à souffrir, notamment d'un tyran, c'est mentionné dans la Fraudet, un certain Archel de la Torre. Bon, bref. La justice irritée du Seigneur tombera sur Valence et sur Marseille. Pour ça que sur l'ancienne carte, c'est indiqué le raz-de-marée, voilà. Sur Marseille notamment, ça apparaît aussi dans le secret de la Salette, pareil pour Paris qui est détruit, châtiment pour les villes du Midi, bon, tout ça est précisé sur l'ancienne carte. Voilà. Et tout ça c'est bien précisé, ça a été quand même bien fait, c'est précis, les points bleus sont des zones protégées, c'est fiable, c'est précis, c'est détaillé. Je tenais juste à préciser par rapport à l'invasion russe, là, que je pense n'arrive pas par la mer. Bon, l'essentiel, où aller pour éviter de mourir bêtement, voilà, les zones protégées sont indiquées, ça me paraît l'essentiel. Ensuite, que les Russes arrivent de telle ou telle manière, bon, c'est du détail, mais il y a quand même moyen de le faire. Donc, je trouve que certaines prophéties, notamment allemandes, précisent la manière dont les Russes arrivent, etc. Et ben, je me suis permis de l'indiquer sur une vue un peu plus globale. Il y a déjà des choses un peu faites comme ça, mais voilà, moi ça me satisfait mieux de la sorte. Voilà. Donc on va revenir aux sources de cette invasion russe. Alors, je spécule, ailleurs c'est sourcé, hein, mais qui passe par l'Ukraine, c'est moi qui spécule. Pourquoi? Parce que, bon, le Bélarus, c'est allié à la Russie. Les pays baltes, attendez, je confonds toujours, Lituanie, Estonie, tout ça, c'est des pays baltes, je crois. Bon, je les vois mal passer par la Pologne. Alors, c'est vrai que Sir Ernest Stiglitz, du coup, dit que, voilà, elle voit 3 fronts. Le front, ça c'est intéressant, pour ceux qui aiment bien la stratégie militaire, etc. Bah voilà, selon les lois de la stratégie militaire, la Russie renforce ses flancs, ou ses fronts, ses flancs, qui sont contre l'Europe occidentale, poussés en avant. Donc ça, c'est les pays de l'époque, hein. Pour ceux qui aiment bien la géopolitique et les évolutions historiques des pays en question, bon, ça existe toujours. Le flanc sud est l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, la Turquie, la Grèce, mais aussi la Yougoslavie, qui n'existe plus. Bon, il y a les pays qui sont, je crois que c'est la Serbie, Croatie, Macédoine, ces choses-là. Bosnie, Herzégovine, je connais mal, mais bref. Vers ces zones-là. Le flanc nord est Finlande, Suède, Norvège, Danemark, donc la Scandinavie. Et voilà, est-ce que les Russes passeront par la Scandinavie ou pas? Moi, je ne pense pas. En tout cas, la Pologne sera protégée, ça apparaît dans d'autres prophéties anciennes, que je sais pas là, malheureusement. Enfin, je crois qu'elle s'en tire mieux que le reste. Du coup, je vois les protéger plutôt pendant les événements. Quand même, c'est un pays catholique qui a des restes, qui a des bons restes quand même, et qui est assez tradit, etc. Enfin, la société est pas si mal. Ils tiennent bon malgré tout. Euh, et du coup, je crois qu'ils sont plus protégés. Ils subissent moins les châtiments. C'est logique en fait.
et du coup, ils repartent sur de bonnes bases. Bon, ils prennent les châtiments quand même, mais moins que le reste. C'est un peu comme Tours ou comme Toulouse en France, voilà, ou comme Nantes, qui ont moins à souffrir. Voilà, je vois ça comme ça. Ils souffrent, mais moins. Et ils repartent sur de meilleures bases, avec une population un peu plus préservée. Bon, en tout cas, je vois pas les Russes passer par la Pologne, personnellement. Et jusqu'à la frontière bavaroise, voilà, une grande ligne de chemin de fer à écartement russe a déjà été mise en place. Donc vous voyez, je vous fais cette vidéo, on est le 29 avril 2026. Je crois pas qu'il y a de grandes lignes de chemin de fer à écartement russe, voilà. Bon, par contre, la région pétrolière, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, ça c'est peut-être déjà en cours. Voilà. Bon, on revient sur cette carte plus générale, excusez-moi. Voilà. Donc je les vois mal passer par la Pologne, par la Scandinavie. Je crois qu'en fait, ils traiteront le sujet de la Scandinavie via un, comment dire, via une bombe nucléaire lâchée dans la mer du Nord, ce qu'a vu notamment Alois Hirmayer. Ça, je suis obligé d'en parler, bah, je vais le faire maintenant. Donc je pense qu'ils se passeront de la Scandinavie pour ces raisons. On le voit pas sur la carte, j'avoue, j'aurais pu dézoomer, mais du coup, la Norvège, c'est à peu près au-dessus, là par là. Les pays baltes, est-ce que le Bélarus, il en laisse s'en occuper? Je sais pas comment ils se débrouilleront avec la Scandinavie, honnêtement, mais je crois, en tout cas, c'est pas précisé. Moi, j'ai pas vu de source de prophétie qui parle d'invasion russe par la Scandinavie. Je sais pas si ça nous intéresse tant que ça. Alors que pourtant, je crois que c'est des choses qui nous intéressent, notamment ce bout de Russie, là, au nord de la Pologne, où il y a Kaliningrad, ça revient souvent. Enfin, pas dans les prophéties, mais dans les scénarios sur le sujet. Voilà. Les pays baltes aussi, là, on les voit pas, les Lettonie, Lituanie, et je sais plus, on les oublie toujours. Voilà, les pays baltes, quoi. Voilà. On va revenir sur la manière dont je pense ils ont traité la menace pour eux des pays du Nord, et de l'Angleterre à la fois. Bon, Alois Hirmayer voit une bombe lâchée dans la mer du Nord, donc j'allais à la source. J'en ai déjà dû en parler, c'est connu. Hein. Voilà. C'est pas celle-là, c'est encore d'autres bombes et d'autres missiles. Mais bon. C'est pas celle-là. Bon, je crois que la mer du Nord, elle était où? Elle était là. Hop là. Donc, les pays de la mer du Nord jusqu'en Belgique sont gravement mis en danger par l'eau. La mer est démontée, les vagues sont hautes comme des maisons, écumantes, comme si cela cuisait. Donc je rappelle qu'Alois Hirmayer est mort, je crois, en 1959. C'est vrai que le nucléaire existait déjà à l'époque. Mais bon, les missiles nucléaires n'étaient pas aussi répandus, même si on arrivait vers la guerre froide. Bon, il était un peu simplet, Alois Hirmayer n'était pas au courant de tout ça, même si ça commençait à se développer. Donc les îles près de la côte disparaissent, le climat se modifie. Bon, le climat se modifie, je sais pas si c'est en rapport avec le nucléaire ou autre chose, ou l'époque d'après, je crois que ces visions se superposent. Donc une partie de l'Angleterre disparaît en Gothique quand la chose tombe dans la mer, lâchée par le pilote. Alors la mer se dresse comme une pièce solide avant de retomber. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, je passe le reste. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Et ben, je trouve ça rigolo, maintenant qu'on est en 2026, d'aller voir un peu sur les évolutions technologiques. Bon, du coup, je me suis permis comment dire, d'aller voir un peu, de spéculer là-dedans. Et ben moi, je pense que le missile en question sera un missile Kinjal. Voilà. Donc là, actuellement, les Ukrainiens se vantent de pouvoir bloquer un missile Kinjal. Peut-être, hein. Mais là, je sais pas. Peut-être un missile plus hypersonique qu'on ne connaît pas. Bon, la désignation du truc, je sais plus si c'est le missile Satan 2 ou Kinjal ou si c'est autre chose. Bon, en tout cas, le missile Kinjal, il est lâché par un avion. Et justement, Alois Hirmayer voit une bombe lâchée par un pilote. Et pour moi, c'est pas un missile, c'est une bombe ou plutôt un missile air-sol, ou en l'occurrence air-mer, si je puis dire. Bon, là, je sais pas si c'est la propagande de l'OTAN ou je sais pas, mais c'est estimé à Mach 3,6 maximum. Les Ukrainiens disent qu'ils peuvent intercepter, machin. Je suis pas si sûr. Hein. En tout cas, moi, je vois pas d'autre, que ce soit ce missile-là ou un autre, peu importe. En tout cas, c'est un missile hypersonique qui est fait pour aller très 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 vite, à tel point qu'il soit difficilement imperceptable. C'est le but. Voilà, donc c'est présenté un peu comme les nouvelles armes stratégiques russes, un petit peu les Wunderwaffen de 2026, hein, si je puis dire, les armes un peu merveilles, mais qui en tout cas qui sont capables de vendre du rêve, en tout cas de contourner la technologie de défense, voilà, pour le peu que je m'y connaisse. Voilà, donc moi je pense que ce sera un de ces missiles Kinjal, équipé d'une tête nucléaire, parce qu'on met ce qu'on veut dessus, hein, mais équipé d'une tête nucléaire, qui va impacter l'eau,
Et du coup, ça retombe sur Londres et les pays de la mer du Nord, comme dit précédemment, de la Belgique jusqu'en Scandinavie, et notamment, il y a Londres sous les eaux. Ça, je sais plus où c'est, honnêtement. Je sais plus si Aloysius Mayer en parle, mais je crois qu'on voit ça dans la prophétie de la fraude, je sais plus. Je sais plus s'il parlait de Londres. Des fois, le contrôle F marche, des fois non. Bon, pas de chance. Bon, en tout cas, il y a Londres sous les eaux, mais je ne suis plus sourcé, malheureusement. Bon, Aloysius Mayer, il parle de l'Angleterre ou pas? Je sais plus. Excusez-moi. Hein. Hop. Il y a peu de choses sur le sujet qui est détaillé, essayez de faire ça bien. Voilà. Une partie de l'Angleterre disparaît, engloutie, quand la chose tombe dans la mer. Bah, c'est clair et net. Hein. La mer se dresse comme une pièce solide avant de retomber, je ne sais pas ce que c'est. Moi, ça me semble plus logique à notre époque. C'est une vague nucléaire, une vague d'eau écumante, soulevée par un missile nucléaire, probablement, je pense, un missile nucléaire, un missile Kinjal équipé d'une tête nucléaire qui impacte la mer du Nord. Voilà. Donc ça retombe sur la Scandinavie, la Belgique et sur l'Angleterre principalement. Voilà, donc bah voilà, le missile Kinjal, vous allez voir la documentation pour ceux que ça intéresse là-dessus, ça se trouve c'est pas ça, voilà, il est hypersonique, que ce soit lui ou un autre à la limite. Alors pour l'anecdote, j'ai joué à des jeux de stratégie, notamment Broken Arrow, qui explore un peu ces sujets-là. Le MiG-31, je crois il est fait pour être un peu furtif. Du coup, il envoie ça, il vous envoie des missiles à longue portée, notamment des missiles air-sol, voilà. Et pour l'anecdote, là, c'est rigolo, hein, on fait un peu du LARPing d'état-major, si je puis dire. Mais en gros, que je dise pas de bêtises, c'était quoi? Ah oui, voilà. Donc la défense antimissile anglaise, bah voilà, en fait, il y a déjà son nom qui est donné. C'est, voilà, le Giga Laser, excusez-moi, le Dragonfire, voilà. Donc je crois qu'il existe déjà. On prend Wikipédia, parce que... Voilà, donc il a déjà été présenté au public, a priori, à Londres, machin, par le ministère de la Défense, c'est officiel, c'est sérieux, etc. Bah ça tire déjà, hein. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est fait pour intercepter bah, tout ce qui peut représenter une menace, notamment, je demande, je pose la question au niveau de la vitesse que ça peut intercepter, parce que les drones, etc., je pense que ça peut sans souci, et que ça le fait vraiment pas cher, vraiment à low cost. Mais alors, les missiles hypersoniques, bah voilà, justement, je me demande s'ils vont pas galérer à intercepter ça, et s'ils se reposent que là-dessus, et ben ils risquent d'avoir du mal. Et je pense que du coup, le missile va passer comme ça, le missile hypersonique. Voilà. Peut-être, ça se trouve, là, les Ukrainiens, ils développent déjà des drones d'interception anti-drone ou des... Je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des missiles qui seraient capables, même des missiles anti-missiles, ou je sais pas comment dire, qui seraient capables d'intercepter des missiles à très haute vitesse? Plutôt que se reposer uniquement sur un laser, je pense qu'ils ont déjà prévu ça à l'OTAN, mais bon, des fois, je me demande, on peut pas tout prévoir non plus. Voilà. Donc ça intercepte des choses qui vont quand même, je pense, assez vite dans le ciel, et que j'ai pas regardé la documentation préalable. Qu'est-ce que ça peut intercepter à la limite? Bon, vous regarderez ça de l'autre côté. En tout cas, il y a déjà ça de prévu. Mais je pense que le missile Kinjal, eh ben, il passera quand même, ou un autre missile hypersonique, et que ça provoquera du coup ce missile nucléaire qui va noyer toute la zone sous vraiment une vague écumante, brûlante, un raz-de-marée brûlant. Pour ça que je mettais ça, CF Alois Schindmeier, qui en parle. Il n'y a pas que lui qui en parle, mais lui, il en parle principalement. Voilà. Voilà, donc ah oui, je faisais un petit aparté aussi, je n'ai pas pensé à le préparer, ça. Pourquoi je mettais Marseille sous les eaux? Bon, ça revient dans d'autres prophéties. Euh, Marseille s'enfonce sous les eaux, je suis un peu le sourcé. Là, le secret de la salette le dit clairement, hein, Paris sera brûlé et Marseille englouti. Donc le Marseille englouti, et bah, ailleurs, c'est dit que Marseille s'enfonce sous les eaux. Dans l'ancienne carte, il y a un raz-de-marée. Euh, voilà, ça paraît déjà le raz-de-marée, là, donc moi, je pense personnellement à une torpille autonome Poséidon, qui c'est encore une espèce de Wunderwaffen russe, là. Mais en gros, une torpille autonome qui se balade un peu on ne sait où, on ne sait pas où elle est. C'est un peu le même principe que les sous-marins stratégiques très discrets là, qui envoient des missiles, les SNLE français ou d'autres pays qui ont ça. Et ben là, ça fait ça de manière autonome. Il n'y a pas besoin d'équipage, ils se baladent un peu tout seuls. Et s'ils envoient l'ordre, et ben du coup, la torpille peut déclencher, exploser on ne sait où et envoyer un raz-de-marée qui va retomber notamment sur Marseille. Si c'est ça, probablement pas qu'à Marseille, hein. D'ailleurs, il y avait des châtiments sur la ville du Midi.
D'ailleurs, j'ai pas pensé à l'indiquer, mais du coup, le raz-de-marée, c'est possible qu'il touche pas que Marseille. Et là, pour le coup, c'est bien qu'il est indiqué sur l'ancienne carte. Voilà. Le raz-de-marée, invasion russe, eh ben, ça se trouve, moi je crois pas que c'est l'invasion, c'est toute la zone là qui est à risque, hein. Voilà. Et peut-être d'ailleurs que les Turcs passent par là, mais en fait c'est rasé, donc en fait ils passent derrière, une fois que le raz-de-marée est passé, ils remontent. Bon. En tout cas, j'avais indiqué ça de manière assez vague, oui, je me demande si c'est pas ça. Maintenant que je fais la vidéo, j'y pense. Mais du coup, ils passent par là, j'y reviendrai plus tard. Et le raz-de-marée a peut-être déjà fait son office avant que les gens passent par là. Bon. S'enfuit par là. D'ailleurs, je ne l'ai pas indiqué, je ne veux pas mettre les gens en panique, etc. Le moment venu. Voilà, ça paraît très bien de la détailler sur l'ancienne carte. Les gens fuiront, notamment, je pense, l'invasion turque et russe. Surtout les Turcs en provenance du nord de l'Italie, la fausse guerre civile d'Italie, etc. Les gens, le moment venu, bah, ils auront la présence d'esprit pour X raison de fuir. Donc les Italiens, mais les gens du Sud, qui sont pas complètement trop décadents, ils fuiront par là. Ils remonteront, tout leur schéma est détaillé sur l'ancienne carte. J'y reviens pas pour arriver jusqu'à la zone protégée en Bretagne. Voilà. Et voilà. Et notamment ce chemin de fuite pour finir la question des réfugiés, je l'ai indiqué aussi, notamment en Allemagne. Alois Hallmeyer voit 3 colonnes de réfugiés. Bon, je vais le faire maintenant, comme ça, ce sera fait. C'est où? Excusez-moi, la statique de tour, on n'a plus besoin. Vous voyez, ça c'est les alliances, les Turcs et les Égyptiens. Bon, vous pourrez lire ça, j'y reviens pas. C'est pas clair s'ils sont alliés aux Égyptiens ou s'ils sont ennemis à un moment, on sait pas trop. Que les Turcs, voilà, ça je tenais à préciser quand même pourquoi les Turcs, c'est clair et net. Toute prophétie s'y attend et demeure d'accord. Les Turcs eux-mêmes s'y attendent, qui est le roi de France. Bon, ça c'est les événements un peu après, mais avant ça, le roi de France se venge contre eux, parce qu'avant ils ont fait beaucoup de mal, et de mémoire, ils se vengent 7 fois ce qu'ils ont infligé. Et ils font beaucoup de mal, les Turcs. Beaucoup de mal, c'est un euphémisme. Principalement au sud, et pas que les Russes. Voilà. Bon, j'y reviendrai après, ça. Donc, je parlais des colonnes de réfugiés, excusez-moi. C'est pas ça. Voilà, donc ça va très vite quand la guerre commence, hein, j'y reviendrai après, mais 2 colonnes de réfugiés parviennent encore à passer le fleuve. La troisième disparaît, encerclée par l'ennemi. Et ben, c'est pour ça que sur cette carte, je mettais du coup 3 colonnes de réfugiés qui s'enfuient très vite, parce que les Russes envahissent par l'est, et en tout cas ils s'enfuient de l'est vers l'ouest, et du coup ils voyaient une colonne interceptée par les Russes, encerclée par l'ennemi. Alors je sais plus c'est laquelle, hein, ça se trouve c'est pas exact, ça se trouve ce sera par là, ou je sais pas, ou ailleurs. Il y a les ponts qui sont détruits au nord du fleuve. Donc je spéculais comme quoi les réfugiés pouvaient aller en Bavière du Sud-Ouest. C'est la zone qui est protégée pour les Allemands. Bon, si jamais il y a des Allemands qui parlent français, qui suivent ça, ou si vous connaissez des Allemands, bah, c'est la Bavière Sud-Ouest qui est protégée pour eux. Pourquoi? Parce que c'est dit là. La Bavière du Sud-Ouest sera protégée. Notre-Dame d'Altötting, je sais pas où c'est, je crois que c'est un peu plus au nord-est, étend son manteau sur elle. De là, personne ne s'en va, donc les gens restent là, ils sont protégés. Moi, c'est comme ça que je vois. Bon, c'est pas tout rose non plus, hein. Mais bon. Vu qu'il a vu Ratisbonne, je sais plus si c'est lui, en tout cas, il y a les ponts détruits au nord de Ratisbonne. Moi, je pense que les gens ont le temps, quand même, de fuir un peu au sud. J'avoue que je ne l'ai pas indiqué. Mais ils ont le temps de fuir vers le sud, d'évacuer vers les ponts, et ensuite, voilà, tout le monde reste là, et le Danube fait office de protection naturelle, de zone de protection naturelle, et les gens restent là, c'est une zone protégée pour l'Allemagne. Voilà. Bavière du Sud-Ouest. Et par contre, au nord, pour moi, il y a une colonne qui est encerclée, comme vu précédemment, et je crois qu'il y en a une quand même qui a le temps de passer, parce qu'en fait, il y a des zones de défense qui sont prévues. J'aurais peut-être aimé en parler plus tard, mais bon, puisque j'y suis, vous voyez, il y a le Rhin qui fait office de zone de défense. Je sais pas si vous me suivez jusque-là. En tout cas, bon, j'y reviendrai après, mais en tout cas, il y a les réfugiés qui ont le temps de passer, pour moi, à travers, pareil, sur les ponts, et ensuite, il y a les bombardements. Voilà. Pour l'anecdote, les unités blindées sont encerclées en Westphalie. C'est pour ça que Westphalie, c'est à peu près par là, pour ça que je mettais l'encerclement, ici, là, depuis le Rhin. Mais on établit une zone de défense dans la vallée de la Ruhr. Donc la Ruhr, ça, c'est Alois Hallmeyer qui le voit aussi, c'est le cœur industriel de l'Allemagne, près du Rhin, la vallée du Rhin.
Donc on établit une zone de défense dans la vallée de la Ruhr, des Pays-Bas, de la Bavière, vous voyez, la zone protégée, on la revoit là, hein, des Alpes, de la Suisse et de la région du Rhône. Donc, si je reprends ma carte, donc c'est à la Suisse. Voilà, je l'avais mis Suisse, zone de défense, et ça, Loïc Hellmayer voit que le pays alpin, donc probablement la Suisse, est peu impliqué dans les troubles, un petit peu au nord, c'est pour ça qu'a priori ça passe par là, l'invasion russe, un petit peu au sud, peut-être qu'ils passeront par les Alpes, on sait pas trop, là, je sais pas. Saint-Pédis les voit passer à Gênes. Vous pourrez vérifier. J'en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et voilà. Sinon, un peu à l'est, peut-être pas clair, un peu par là, on sait pas trop. Les Alpes, voilà. Les Alpes, c'est une zone de défense. Donc pour ça que du coup, je te plaçais ce tracé comme ça. Ça me paraît plutôt cohérent. Ça se trouve, c'est pas ça, mais ça me paraissait cohérent. Donc des Pays-Bas, voilà, zone de défense dans les Pays-Bas. À peu près par là, les Pays-Bas. La Bavière, zone protégée, et à la fois qui fait office de zone pour réfugiés, et pareil pour la Ruhr. Et la vallée du Rhône, pareil, qui fait office de zone de défense, et qui fait aussi office sur la carte, vous voyez, bah là voilà, la vallée du Rhône, et ben elle est protégée, il y a plein de zones bleues là, qui apparaissent. Alors je sais pas pourquoi elles sont précisément placées comme ça, mais à mon avis c'est pas pour rien. Et la vallée du Rhône, elle est protégée, on la retrouve là, la vallée du Rhône protégée, la zone de défense. Incroyable. Donc la vallée du Rhône, voilà. Et la vallée du Rhône et la vallée de la Ruhr. Donc il y a les fleuves qui ont un rôle important à jouer en défense contre cette invasion russe, à la fois en défense militaire et à la fois en zone de défense pour les réfugiés qui fuient par là. Parce qu'il y a encore une ligne qui tient, il semblerait. Un front, quoi, on va dire ça. Donc la vallée de la Ruhr, voilà, qui est un objectif russe. Et ça, c'est précisé par Lucien Mayer. Je pense à chaque fois, hein, mais la Ruhr, il en parle, voilà. L'objectif russe, les Russes avancent jour et nuit, leur objectif est la Ruhr, où se trouvent les hauts fourneaux, donc la zone industrielle, le cœur industriel de l'Allemagne. J'y reviens après. Et voilà. Et il y a des bombardements, que j'ai indiqué. Tout n'est pas précis, hein, des fois c'est pour illustrer, mais voilà. La ville de Landau, sur l'Isar, souffre durement à cause d'une bombe qui l'a atteinte par l'erreur. Bon, je l'ai indiqué parce que c'était dit, voilà, Landau c'est à peu près par là. Francfort, il en parle. Voilà, il ne reste presque plus rien du Grand Francfort. Pour ça que je m'étais plus ou moins détruit. Voilà, je sais pas pourquoi je mettais ça, honnêtement, c'est pas précisé. Ah si, c'est parce qu'il voit, en gros, je parlais de dessins de drones. Ça, c'est des choses qui sont développées actuellement, notamment en Ukraine, ou je sais plus quoi, mais en gros, il y a l'intelligence artificielle, même des entreprises américaines qui font ça, qui permettent de gérer des essaims de drones par un seul pilote qui va gérer 100 drones. Et du coup, ça fait des essaims, voilà. Il suffit qu'il y ait suffisamment de moyens pour produire des drones à grande échelle, et du coup, ça fait des essaims de drones si on est sûr qu'il y en ait un qui passe par saturation, je crois que c'est le terme, pour dire qu'il y a un drone qui arrive à toucher malgré tout. Genre, si vous en envoyez des centaines et des centaines et des centaines, dans l'eau, il y en a bien un qui finit par passer malgré les défenses. Voilà. Donc, il parlait, lui, de hard, il parlait pas d'essaim, c'est rigolo, hein, mais il parle de hard. Alors, des essaims de pigeons, il parle d'essaims, remarquez quand même, hein. Des essaims de pigeons, des avions, voilà, non, c'est des drones, sortent du sable. Deux hard atteignent la zone des combats de l'ouest vers le sud-ouest. De l'ouest vers le sud-ouest. Du coup, la zone des combats de l'ouest, c'est par ici. Et en fait, c'est par le sud vers le sud-ouest. Donc du coup, les essaims, en réalité, ils touchent plutôt par là. J'aurais pu l'indiquer d'ailleurs, maintenant que j'y pense, hein. Donc en gros, ils touchent vers le sud-ouest de la zone de défense ouest. Donc à peu près par là. Voilà, les essaims de drones, et aussi les essaims de drones. On parle aussi, les escadrilles virent au nord et coupent la route de la 3e armée russe. Le sol est couvert de chenilles, à l'intérieur il n'y a rien qui vit, tout est mort, rien ne peut pousser pendant un an. Les pilotes larguent des petites caisses, vous voyez, comme les drones qui larguent des bombes sur les blessés. C'est assez sale, mais voilà, là aussi c'est sale, hein, c'est des armes biologiques et chimiques en situation désespérée. Je crois que les Allemands font la politique de la terre brûlée. C'est marrant, hein, les Russes font le blitzkrieg et les Allemands font la politique de la terre brûlée. Tout est inversé. Bref, comme les Allemands vont se prendre une révolution communiste aussi, tout est inversé, c'est assez tragicomique. Voilà, donc en tout cas, les drones en question largueront un épandage chimique, une poudre jaune
des petites caisses de drones qui touchent le sol et répandent une fumée chimique. Voilà, tout ce qui se trouve est mort. Bon, c'est biologique ou chimique, on le comprend. Donc les temps continuent d'avancer. Donc comme il est mort en 1959, je crois pas que ça existait encore. Il n'a pas pu l'inventer, hein. Voilà, donc répandu par des avions, je vais pas trouver. Peut-être que c'est des drones, peut-être des avions. Donc lui, il voyait Prague détruit et il voyait ça allait jusqu'à une ville dans la baie. Et la ville dans la baie, si on regarde sur une IA, la ville la plus indiquée, pour moi, c'est Kiel. Je trouve que c'est une autre, hein. Je sais plus s'il y a Lübeck, mais Kiel correspond mieux. Bon, j'avais tracé quelque chose qui me semble plausible pour arrêter une troisième colonne russe. Et lui, ce qu'il voit, c'est des colonnes russes qui arrivent comme par des coins de chenilles. Et lui, il voit notamment par la forêt de Bohême, je crois que c'est près par là. Et la forêt de Bohême, ça remonte comme des coins depuis la forêt de Bohême. Et il voit notamment une invasion, une colonne blindée russe, comme des chenilles, il voit ça comme ça, des chenilles blindées, enfin, qui remontent par la forêt de Saxe. Bon, je l'ai mis par là, mais il voit droit à travers la Saxe. Ah non, bah du coup c'est plutôt par la Saxe, je dis pas de bêtises. Hop, pouf. C'est pour ça que je spéculais comme quoi droit à travers la Saxe. Je me suis dit, ce serait pas cohérent, droit devant. Bah, du coup, un épandage, stopper en urgence, là. En urgence, tant pis, tout meurt, mais c'est pas grave, la situation est urgente, allez, tant pis, pouf, épandage chimique, et la colonne s'arrête par là. Bon, je spécule comme ça, hein. Droit devant, épandage par drone, ça se trouve sur la ligne droite, ça se trouve sera un peu courbe, je sais pas, moi j'ai mis ça comme ça. Voilà. Et ensuite, je spéculais comme quoi l'autre colonne blindée, il y en a 3, il y en a une qui arrive en France, hein. Est-ce que c'est une de ces 3? Je sais pas, mais il y a 3 colonnes qui meurent. Alors les colonnes blindées russes sont brisées et doivent se replier vers le nord. Aucun ne reviendra. Alors au moins, il y a un séisme qui dit que les blindés russes doivent bifurquer brusquement vers le nord. Et du coup, c'est pour ça que je mettais une bifurcation là vers le nord. Peut-être même par là, je sais pas si c'est celle-là, mais oups, nord-ouest. Pareil, vers le nord. Et sauf celle-là qui arrive, on ne sait pas comment, vers le sud, l'ancienne carte est déjà là. Voilà. Et il y avait ça, un séisme, il parlait à cause d'une catastrophe naturelle ou quelque chose du genre, donc a priori des séismes, ils envahissent au milieu des séismes. Séismes qui peuvent aller de pair, mettre un stop à l'avancée russe, je sais pas si ça va de pair avec l'avertissement de guerre mondiale ou pas. Alors, voilà, il y avait ça. Qu'est-ce que je voulais dire? L'herbe là, qui passe, voilà, la ville dorée, Prague est anéantie, ça commence là, jusqu'à la ville dans la baie. Donc pour ça, je vous parlais de l'épandage chimique. Donc, savoir qu'ils feront ça dans la nuit. Pareil, les Russes envahissent pendant la nuit, hein. Ça, c'est là aussi le meilleur qui le dit. Les gens fuient désespérés, si seulement ils avaient pris les petites routes, voilà, c'est les gens qui prennent leur voiture, tout est encombré, et ben, ils se font écraser littéralement. Enfin, les embouteillages par les colonnes de blindés russes, ils avancent jour et nuit sans s'arrêter, très très vite, l'espèce de blitzkrieg, là, si je puis dire. Ironie du sort, hein. Voilà, il y avait ça. L'hôtel regarde vers le nord, oui, c'est des détails intéressants, hein. Ça demande d'être tracé cette carte, hein. C'est pas indiqué pour rien, hein. Voilà. Si les gens veulent le faire bien, des gens sérieux, des militaires, allez-y, hein. Alors, voilà. Les gens de la ville vont à la campagne vers les paysans et prennent le bétail dans les écuries, chez ceux qui ne sont pas OK, voilà. Donc ça, c'est la guerre civile. Après, ils viennent voler les animaux parce que c'est la famine, hein. La situation est désespérée, hein. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais je le fais maintenant, les Russes envahissent après la mortelle crise révolutionnaire. La situation est déjà désespérée, c'est déjà le chaos. Et ça, c'est compris en moins de 3 mois. C'est la mortelle crise révolutionnaire et moins de 3 mois après, invasion étrangère. CF, prophétie d'Aphrodite, vous irez voir. Bon, c'est important, je vais le faire quand même. Je comprends le tout en moins de 3 mois, je crois que c'est dit. Bon, ça fonctionne mal sur un PDF. Je sais plus où c'est, je crois que c'est dans les pages 50-60. J'ai un peu la flemme de regarder à chaque fois, honnêtement. 3 crises en France, bah voilà. Et moins de 3 mois après, la deuxième crise arrive. Voilà, l'Alsace et Lorraine, et après, voilà. Voilà, c'est préciser les détails, les durées. Franchement, c'est trop bête de ne pas le prendre en compte si c'est indiqué, hein. Voilà. À la fois du point de vue civil que militaire, moi je trouve, hein. Voilà. Je comprends le tout en moins de 3 mois. Bon, en tout cas, c'est préciser les durées. La seconde époque dépassera un mois. Voilà, on ira jusqu'au 37e ou 45e jour. Ça va très vite. Ça revient ailleurs, ça va très vite. 45 jours de Troisième Guerre mondiale, militaire à proprement parler, de nucléaire, de chimique, de tout ce que vous voulez, l'invasion russe, le blitzkrieg, très très rapide, de missiles, voilà. Et avant ça, la montée de crise évolutionnaire, les étrangers, hein, nos chers racailles,
et nos gauchistes locaux, voilà, les Antifa et compagnie, notamment, hein, ça revient ailleurs, hein, dans les prophéties allemandes, je n'invente pas, des communistes en rapport avec des nazis, les Antifa, coordonnés au niveau européen, donc ils mettront le chaos, y compris en France, ils vont ouvrir la route aux racailles françaises, aux ennemis de l'intérieur, donc dès la nouvelle du fatal événement, je crois comprendre qu'il s'agit de l'assassinat du président français. Bon, il y aura liberté pour tout, ça va être le chaos. Mortelle crise révolutionnaire, reprise du pouvoir par les rouges, hein, communistes ou LFI, ou je sais pas de quelque sorte. Voilà, donc ils n'ont pas besoin des urnes, hein. Prendront par la force, coordonnés au niveau européen. Ils sont coordonnés, eux, hein, pas comme les droitards. Hein. Oui, ils sont un peu aidés par le démon aussi, il faut dire, hein, qui les aide un peu de manière plus ou moins consciente. Paris sera détruit par sa canaille, CF Mélanie Calva. Bah, du coup, mais le nucléaire russe arrive à finir la chose, et ça on le voit dans la carte d'invasion de la France, les tirs en provenance de la région de Provins, je sais plus où c'est dit, mais d'Orléans, et la prophétie de Sir Ernest Stiglitz précise aussi tir atomique, voilà. En septembre, ouais, il y a même les dates, en septembre, les dernières tentatives désespérées d'unité de sous-marins russes, donc c'est désespéré hein, quand même, ils sont en train de perdre la guerre, hein, ravagent l'Europe par des moyens nucléaires. Dans cette attaque atomique, de nombreuses villes françaises et allemandes sont transformées en une mer de flammes. Ils embarquent le reste de l'Europe avec eux. Hein. Donc les Russes, c'est pas tant des libérateurs que ça. Hein. Pour ceux qui espèrent échapper au joug de l'Occident décadent, bah, les Russes, c'est pas des anges non plus. Voilà. Voilà. Donc, tantôt, bah, ça se trouve d'ailleurs, non, c'est peut-être vraiment détruit par des tirs en provenance de la région d'Orléans. Hein. C'est pas dit qu'ils touchent Paris via des sous-marins en fait. Voilà, c'est une multitude de pays et de villes. Bref, en tout cas, Paris sera détruit par le nucléaire. Après, les détails, c'est pas... Voilà. C'est pas essentiel dans l'immédiat. Mais ça, j'aime bien au niveau géopolitique, de manière plus vague. Ça, je trouve, c'est intéressant pour tout le monde, et c'est joliment dit. L'art antérieur. Donc, est-ce qu'il s'agit de l'art de la gouvernance? Moi, je pense. Les querelles entre Rothschild, entre Rockefeller et entre les Lubavitch. Donc, l'art antérieur ouvre pour la première fois la possibilité de gouverner le monde entier depuis un seul centre de pouvoir. Alors que dans son confort, l'Ouest, où la douceur, la richesse et le luxe sont au sommet, à l'Est, on se prépare, on éduque à la privation, on durcit ses peuples, on offre aux jeunes des armes. Donc, au contraire de la France, où on restreint l'accès, ou de l'Occident, pardon, de l'OTAN, etc., ils veulent pas que les civils soient armés, hein, je peux comprendre, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, à l'Est, je sais pas, ils embrigadent plein de gens, et à l'Est, il y aura une mobilisation générale, a priori, pour déverser plein de troupes. Et pas que des Russes, hein. Déjà, les Turcs, ligués avec d'autres peuples, il y a des peuplades asiatiques dans le lot. Hein. Voilà, je vois une masse rouge, voilà, mêlée à des visages jaunes. Ça soulève... Bon, c'est pour la Révolution, ils mettront la Révolution aussi. Hein. Bon, voilà, comment ça se résout bien après. Après, on le voit d'ailleurs, Ernest Stiglitz le voit aussi, le peuple russe recommence à avoir la foi. Par contre, la Révolution arrive un peu après chez eux. Chez eux, c'est en inversé. Chez nous, il y a d'abord la Révolution, et ensuite on se prend la guerre. Chez eux, il y a d'abord la guerre, et ensuite ils se prennent la Révolution. Bon, voilà, c'est détaillé. Et après, Poutine et compagnie, hein, ou d'autres, hein, je sais pas, se suicident, bon voilà. C'est pas des anges. Hein. Voilà. Donc que ce soit des Coréens, des Chinois, hein, qui participeront à la fois à l'invasion, à la fois à la révolution, refaire les choses bien. Et les Russes aussi, ils passent du bon côté, du camp du bien, si je puis dire, une fois qu'ils ont fait la révolution. Et ça, on le voit sur Ernest Stiglitz, toujours. Le peuple russe recommence à avoir la foi. Une révolution éclate en Russie qui effondre le système précédent. Le peuple russe recommence à avoir la foi. Ils envoient le nucléaire après, ils sont désespérés, ils tentent le tout pour le tout. On peut pas gagner, c'est pas grave, on embarque le reste de l'Europe avec nous. Voilà. L'Orient attaque l'Europe brisée, donc je sais pas si cette invasion turque et russe est conjointe ou s'il arrive après. Moi je pense que c'est conjoint, et que la colonne arrive à passer quand même. Voilà, cette invasion turque. Là. Bon, je sais pas. Mystère. Ça, c'est les nationalités qui se défendent à Lyon. Ensuite, il y a une grande bataille à Saint-Fond, j'y reviens pas. La Prusse encerclée adhère finalement à leur association, donc l'Allemagne. Donc après, voilà. Eux, ils sont complètement en galère, de ce que je crois comprendre. Bon, ils arrivent à tenir contre, repousser malgré tout les Russes. Et après, ils adhèrent à leur association. Donc a priori, ils envoient peut-être des troupes quand même vers la vallée du Rhône pour aider en défense. Et là, c'est les troupes françaises, bavaroises et autrichiennes. Donc de Bavière, une zone bien protégée, et autrichienne. Voilà.
Et a priori, zone de défense, a priori, l'Autriche a peut-être moins à souffrir. Bah voilà, pour ça que je passais, parce qu'ils ont les Alpes quand même pas mal chez eux, pour ça que je faisais passer ce trajet là, de l'invasion russe par le nord de la chaîne des Alpes. Voilà, prendre en compte les obstacles naturels, les fleuves et les chaînes de montagne. Euh, voilà. Pas de raison que les Russes se compliquent la vie. S'ils peuvent passer par autre chose que des montagnes et des fleuves, ils le feront. C'est pour ça que les ponts sont importants. Bref. Ça c'est évident, mais bon. Bon, ça c'est la guerre civile, où est-ce que je voulais préciser? Voilà, la géopolitique. Ouest et Est qui ressurgissent, là, les affrontements de grandes familles, voilà. De clans, de ceux qui ont le pouvoir. Voilà. Qui ont le pouvoir de gouverner. Depuis un seul centre de pouvoir, bah, du coup, non, c'est pas qu'un seul ordre unique aux mains d'un seul ou de quelques-uns. Ils ont en réalité des querelles entre eux qu'on voit ressurgir, notamment au Proche-Orient, en géopolitique, par pays interposés, si je puis dire. Donc les flottes qui se font face en Méditerranée, bon, Israël n'a pas les moyens de ramener de vastes flottes. C'est évident, ils dépendent de l'approvisionnement américain. Et moi, je pense qu'à terme, il y aura forcément les flottes, sinon russes, ils n'en ont pas tant que ça, surtout les sous-marins, mais il y aura forcément la flotte chinoise. Il n'y a que eux qui ont suffisamment de navires. Et peut-être aussi les Turcs, qui ont quand même pas mal de navires. Ils ont quand même une flotte importante. Qui feront face aux flottes américaines, principalement. Et peut-être aussi aidés par les flottes de l'OTAN. Les porte-avions anglais qui n'étaient pas trop chauds pour y aller, là, Golfe Persique, on peut comprendre. Pareil pour le porte-avions français là, qui fait des cercles contre Sezou en Méditerranée, je crois. Il y est déjà. Et je ne sais plus quel porte-avions américain qui a dû fuir des tirs qui ont réussi à toucher quand même. Hein. Il y a un tir ou un drone qui a réussi à toucher l'USS Lincoln, si je ne dis pas de bêtises, qui fait des cercles en Méditerranée. Pareil pour le porte-avions français. Bon, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, il y aura une flotte ici, plutôt russo-chinoise, surtout chinoise et turque, et des navires ici, là, qui sont français, bon, surtout américains, pardon, peut-être français, et peut-être allemands, enfin l'OTAN, quoi. Voilà. Et je précise avant d'oublier, parce que ça me semble important, parce que voilà, c'est en français, il y a des prophéties françaises, il y en a beaucoup. C'est dit pour les prophéties d'Aphrodite que les pauvres armées françaises, je crois, seront envoyées à l'est et dans les terres arabes qu'ils connaissent bien. Donc soit c'est vers là avec la marine nationale, soit c'est vers Alger. Surtout que en Algérie encore, et oui, chercher un peu de gaz, de pétrole de manière désespérée, qu'on en manque, qu'il n'y a plus rien, que c'est la pénurie. Et sachant qu'il y a aussi des tensions, parce que les Russes, eux, ils veulent prendre ça, là. Ça, c'est les BRICS. Enfin, ils vont jouer sur la... Ça, c'est connu, hein, ils vont jouer sur le ressenti des anciens colonisés contre les colonisateurs, voilà, leur redonner un peu d'orgueil mal placé. Et du coup, bon, les Russes, en tout cas, que ce soit par la force des armes ou par la géopolitique, ils arrivent, par les alliances, arrivent à prendre l'Afrique du Nord. Donc, on va finir sur ce trajet d'invasion russe, là. Donc ils partent, je fais passer par le détroit, du coup... Tout ça, c'est une histoire de détroit. Hein. Bab el-Mandeb en mer Rouge, là. Hormuz actuellement qui nous préoccupe depuis des semaines, créer des pénuries, etc. Et le détroit, là, je sais plus, Constantinople, j'ai envie de dire, mais Istanbul pour le moment. Bon, bah, je pense qu'ils passeront par là. Je sais pas pourquoi ils s'embêteront à passer par la mer. C'est pour ça que je vais faire monter à peu près par la Bulgarie. De toute façon, on va épargner l'ancienne Yougoslavie, je crois que c'est par là. Et du coup, l'Océan Mayer, voilà, voit de puissants corps d'armée qui marchent sur Belgrade, venant de l'Est, et poussent vers l'Italie. Voilà, venant de l'Est, sur Belgrade, qui pousse vers l'Italie. Et la Toscane, on l'a vu tout à l'heure, prophétie verdinienne, vers Naples. Voilà, il décrit comment tout ça est détruit. Saint-Pédis qui voit les Russes à Gênes. Et il remonte, voilà, comme on voit sur l'ancienne carte d'invasion. Hop, on va prendre l'ancienne. Voilà, comme décrit, pardon, ici. Voilà. Et voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il voyait aussi un assassinat de président américain à Budapest. C'est une conférence organisée en urgence. Ça, c'est Mayer qui décrit ça. Hein. Vous irez regarder honnêtement. Conférence pour la paix en urgence. Ça, c'est pareil, vous irez voir ailleurs. C'est Marie-Loli Garabandal qui dit que Dieu ne veut pas que les choses se passent si vite. Donc, a priori, il y a un début d'invasion russe. C'est stoppé. Moi, je pense qu'il y a l'avertissement dans le chaos, dans la confusion, à peu près à ce moment-là. Et il y a l'assassinat du président américain tôt ou tard, peut-être après, hein. Il y a peut-être une pause,
Donc les gens se remettent de leurs émotions, en conférence de paix en urgence à Budapest. Voilà. L'invasion russe passe par là, et les Turcs, bon, on l'a détaillé tout à l'heure. Voilà, je vais revenir à l'assassinat du président américain, là. Ça, on le voit notamment ici. Bref, ils ont été payés pour ça, 2 traîtres, payés, accusés, je pense, sur un faux drapeau. Hein. Le premier meurtrier est un petit homme noir, un Africain, du coup, je pense. L'autre est grand avec les cheveux clairs, voilà, comme ça, on accuse tout l'Occident. Possiblement les Russes qui trahissent la paix, ils envahissent dans la foulée, allez hop, c'est votre faute, je sais pas, c'est la faute de l'Occident, et d'un aux cheveux clairs, un anglais, je sais pas, et allez, ensuite on envahit dans la foulée. Voilà, moi j'aurais bien les choses comme ça. On revient à cette source d'invasion russe, et voilà. Pourquoi je faisais passer par l'Ukraine? Parce que la Pologne, la voyait protégée, le Bélarus, ils sont alliés. Bon, l'Ukraine, je sais pas comment ils arrivent à tenir, c'est affreux, hein, on n'en parle plus actuellement, c'est un génocide qui dit pas son nom. Hein. Je sais pas comment ils tiennent, ils vont pas tenir comme ça à l'infini. Hein. Les hommes ukrainiens, ils ont pas une démographie infinie, hein, c'est affreux. Hein. Et à un moment, les drones, c'est bien, s'il y a plus d'effectifs, à un moment, ils vont pas tenir. Hein. Moi, je pense, là, le plan de l'OTAN, j'ai l'impression que c'est de tout miser sur l'Ukraine, et bon courage. Hein. Bon, la Pologne, ils font leur truc, mais alors l'Ukraine, ils sont assez militarisés, assez nationalistes, un peu tarés. Hein. Bref. Et alors l'Ukraine, bon courage. Bonne chance avec les drones. Voilà, si vous avez recruté, si vous arrivez à recruter, allez-y. Mais sinon, on fait des drones. Hein. On vous fournit en matériel, tenez bon. Voilà. Bonne chance à vous. Donc voilà. Donc la mer Noire, bah, c'est intéressant parce que la mer Noire, les Russes, ils ont pas. Par contre, ils ont le contrôle de la mer. Hein. Les Russes n'arrivent pas à passer par la mer Noire. Donc pour ça qu'ils arrivent. Je pense qu'ils ne passeront pas en Pologne, mais ni Scandinavie, je pense. Mais à un moment, le front ukrainien va percer. Ils vont pas, ils vont pas se poser la question. Non seulement ils vont percer, ils vont déborder autour. Bon, Pologne peut-être pas, mais Roumanie, Slovaquie, Hongrie, là, une bonne partie du monde libre s'élève. Marie-Loli, guerre mondiale, encore en parle. Hein. Quand les Russes auront pris une bonne partie du monde libre, donc peut-être la zone de l'Afrique du Nord, du Proche et du Moyen-Orient, la région pétrolière, monde libre comprendre le monde non communiste à l'époque où elle a eu ses visions dans les années, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc nos Russes, ils continuent. Alors, vu qu'ils sont les Turcs, sont ligués aux Russes, moi je les faisais dévier par là, parce que pourquoi ils se priveraient après tout s'ils arrivent à voir la Hongrie? D'ailleurs, s'ils arrivent, voilà, juste avant, là, s'ils arrivent à percer en Ukraine, enfin à percer le front, ils vont pas se priver, hein. Moi je pense ils prennent toute l'Ukraine. C'est bon, voilà, ils sont plus à ça près. Hein. S'ils arrivent à prendre d'autres zones et tout, que l'Ukraine s'effondre complètement, voilà. Ensuite ils passent par là, comme ça il n'y a plus de menace sur l'arrière. Là. Et ensuite, voilà, les Turcs mêlés à d'autres peuples, notamment les Russes, moi je pense qu'ils feront jonction par là, à peu près, j'en sais rien où ils feront jonction, ou alors, à peu près, un peu avant, là, s'ils arrivent à voir les Turcs, là, arrivent à voir la Serbie, la Hongrie et tout ça, à remonter par là, je les vois mal au nord, quand même, les Turcs, hein, plutôt au sud. Voilà, donc pour ça que je faisais une jonction plutôt par là. Voilà. Les Turcs ligués à d'autres peuples, hein, donc il y aura quand même une partie de Russes. Peut-être pas que, enfin, en tout cas je les voyais faire une jonction. Alors, voilà, donc revenir à notre invasion russe, qui arrivait par là, par la Tchéquie, Prague est détruit, donc je les voyais bien arriver par là, Prague détruit au préalable, et eux, ils en profitent, aller dans la foulée, donc on retrouve à nos colonnes. Colonnes, ils n'arrivent pas à passer au nord du Danube, ça c'est dit par Lucien Mayer, le Danube qui revient, le port du grand fleuve, le Danube. L'ennemi ne passe pas le Danube, mais il bifurque vers le nord-ouest. L'ennemi ne passe pas le Danube, mais il bifurque vers le nord-ouest. Et le contexte désespéré des combats aussi. Les gens sont en haillons. Les blessés d'Ozal sont ramenés sur des chariots. Il y aura plus de chaussures, voilà, c'est la pénurie, c'est la famine. Les vieillards, voilà, c'est les vieillards qui vont se battre, parce qu'ils ils se disent, bon, quitte à mourir, autant mourir emporté dans une forme de martyr quelque part. Hein. Pour protéger les générations suivantes, et ils n'ont pas d'armes, ils y vont au couteau. C'est affreux, mais voilà. C'est courageux en tout cas. Il y aura tellement de blessés. Ça, je crois que c'est une question de la jeunesse qui part sur des chariots. Enfin, qui revient blessé sur des chariots tellement il y en a. Enfin, ou des véhicules blindés, ou des véhicules civils, des espèces de camions militaires avec bâches. Là. Voilà, il y a tellement de morts que les maisons sont à peine habitées. Par contre, après les événements, c'est bien. Les gens sont chrétiens et sont heureux. Voilà. C'est important à dire quand même. Voilà, il y a des choses tellement horribles. Ça, c'est 3 jours de ténèbres. Voilà, il n'en dit pas plus. Voilà, sur le déroulé de la Troisième Guerre mondiale, voilà, c'est les jeunes garçons qui partent, hein, qui sont enrôlés au départ. La mobilisation allemande, hein, ils la mettront en place, hein, les petits bâtards.
C'est horrible, ils tuent tout ce qu'ils attaquent, des hordes fondent sur des gens, mais ça, c'est civil, ça. C'est des civils qui se tuent entre eux, hein. Des meurtriers, hein. Méfiez-vous des gens, hein. Et vos concitoyens, voilà, hein. Ils brisent les portes et ruinent tout, ils assassinent et volent. Même la foule des villes ira dans les villages et payeront avec eux. Voilà, même les agriculteurs, ils chercheront à les piller. Les agriculteurs organisent des groupes de défense, je sais plus où c'est dit. Voilà. Voilà, des hordes de maraudeurs. Essayez de pas aller dans les villages, allez dans les campagnes, fuir loin, loin des gens, loin des problèmes. Voilà. Limite de l'invasion sur la baie Souffrant, on en parlait tout à l'heure. La zone protégée, ça sert sur l'ancienne carte. Voilà, Torfou, ça c'est la croix des trois provinces. C'est là où les Russes seront arrêtés enfin. C'est dit que c'est une armée d'éclaireurs, mais est-ce que le contrôle F saura retrouver ça? Faut que je recherche sur un PDF, je précise. Il ne passera pas en Bretagne d'autre que ce petit groupe d'éclaireurs. Voilà. Ils seront arrêtés par la croix qui se trouve sur le bord des contrées, donc la croix des trois provinces, à Torfou. En la trois provinces, c'est-à-dire entre Vendée, Normandie et Bretagne. C'est la terre de Bretagne, voilà. Bon, c'est dit de manière très jolie, c'est un peu lyrique, et enfin, un petit peu les choses bien, un peu... parce que franchement, avant, ça donne pas envie, hein, les événements, en tant que tels. Plus forte armée va sur Orléans, c'est pour ça que dans la carte précédente, c'est marqué l'autre. C'est pour ça que la plus forte armée tombe sur Orléans, ce qui est indiqué ou pas. Ah bon, ça s'arrête par là, Orléans, boum. Et après, il y a des tirs sur Paris, atomique, voilà. Tir de missiles, tir de je ne sais quoi, hop, ils arrivent, bon, je sais pas pourquoi c'est dit qu'ils arrivent, voilà. La limite de l'invasion est là, selon l'abbé Souffrant, selon le Perpel, et selon Marie-Julie Jaini, j'en parlais tout à l'heure. J'en ai pas parlé de l'abbé Souffrant, mais on va le faire. Ah voilà, c'était pas un Astiglitz qu'on parlait, c'est l'abbé. Voilà, c'était utile à voir quand même. L'envahisseur russe, après avoir pris l'Afrique du Nord, viendra par l'Italie. Et voilà, c'était l'abbé Souffrant qu'on parlait. Donc le roi sera parti par une porte, et le pape partira par la porte opposée. Ça, c'est Aloïs Maillard qui voit que le pape se passera d'eux. Il constatera peut-être le grand miracle, la guerre mondiale, il fera un détour par la Méditerranée. Moi, je pense qu'il passe par là. Et le roi, pour X raisons, par l'autre côté. Voilà, si vous tirez une ligne du Havre à Bordeaux, on peut dire que les envahisseurs arriveront jusque-là. Donc, bon, je l'ai remis un peu là, hein, la ligne de l'abbé Souffrant. Qu'est-ce que j'ai oublié sur cette carte? Voilà, donc je finis par trouver pourquoi je disais que c'était les Russes, c'est pas un Astiglitz, c'est l'abbé Souffrant. Les flottes, j'en ai parlé, en Méditerranée, l'Italie, j'en ai parlé, Marseille sous les eaux, la Côte d'Azur aussi, du coup. Les réfugiés, j'en ai parlé, ils viennent de l'Italie, cette fois-ci c'est des réfugiés bien, hein, faut les accueillir, c'est des réfugiés de guerre. Voilà. Ça c'est Pie XII qu'on parle sur la politique d'accueil des réfugiés, hein. Le Vatican ferait bien s'en inspirer, ou ferait mieux de rien dire actuellement d'ailleurs, en attendant qu'il y ait vraiment un pape digne de ce nom. Prague, QG, Francfort, machin... Les zones de défense, le nucléaire là, les villes qui sont détruites par le nucléaire, bon j'ai pas tout mis, hein, c'est une carte résumée. Il y a plusieurs villes qui sont transformées en une mer de flammes. Là-dessus, bah, c'est beaucoup plus détaillé je pense sur la carte de la France. Bon, cette carte-là est fiable, voilà. Au niveau des villes détruites, des zones protégées, etc. Soit par le nucléaire ou autre chose, à la limite peu importe. Voilà. Donc je tenais à élargir un peu le zoom au niveau européen, parce qu'il y a tellement de prophéties allemandes notamment, qu'on parle beaucoup, est-ce qu'ils se prennent le dur de l'invasion russe. Au niveau militaire, à proprement parler, il y a une zone de défense là chez eux, là. Voilà, je tenais à la matérialiser, pareil pour les colonnes blindées, etc. Voilà, je trouvais ça intéressant. Et voilà. Est-ce que tout n'a pas été dit? Pareil, les Turcs, ça paraît bête, hein, c'est dit tellement plein de fois, mais je sais pas si les gens ont tellement conscience que c'est les Turcs qui envahissent, hein, principalement. Pas que, mais principalement. Là, ils ont des alliances floues, mais à un moment, ils seront pleinement du côté des BRICS, hein. Voilà. Donc, BRICS, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, on a mis là pour être inclusif, mais bon, voilà quoi. Et le B, je sais plus c'est quoi. Brésil, bon, ils sont un peu loin quand même, hein. Bon, je mettrai un lien pour pouvoir cliquer sur la carte et la télécharger. Ça me semble intéressant quand même. Voilà, pas dépendre de YouTube, c'est pas fiable YouTube. Et voilà, il y a tellement de mensonges dessus, partout ailleurs, que ce soit en livre aussi, il n'y a pas qu'Internet. Et voilà. Allez voir, en fait, il n'y a pas besoin de cartes, c'est juste pour rendre les choses plus visuelles et plus sympas. Mais allez voir directement les sources de prophéties catholiques anciennes. Et bon, là, c'est au niveau géopolitique, militaire, etc. Mais des considérations un peu spirituelles aussi. Il n'y a pas besoin de tout connaître des prophéties, hein, c'est du superflu. Mais bon, c'est inspirant. Et allez voir les sources anciennes, c'est-à-dire avant
les années 1960 où le démon prend le relais. Voilà, et où les gens ont besoin de vendre des livres, faire de l'argent. Avant les années 1960, directement aux sources, et comme ça, c'est fiable. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet, et je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Fin.